De la musique ultramarine et de la place de cette musique dans l'Hexagone. La musique, le fa, luth, le sol, le droit du sol mineur, du sol majeur, on le saura. Comment la musique est considérée dans l'industrie française? Quelle est la contribution de la musique ultramarine? C'est un débat qui a été lancé par une association que vous avez eu l'occasion de recevoir sur ce plateau, avec Jennifer Pellage, qui en est la présidente. L'association s'appelle Agir Ensemble pour une France de toutes les couleurs. Et donc, vous avez lancé une opération qui s'appelle l'opération Ultramusique, avec un débat qui a réuni à l'Assemblée nationale divers intervenants dans le milieu musical. Nous nous retrouvons sur ce plateau ce soir pour faire un diagnostic, essayer de comprendre pourquoi les choses dysfonctionnent et ce qu'il y a lieu de faire pour que la musique ultramarine soit considérée au même titre que la musique universelle d'ailleurs, dans le respect des lois françaises. Tout à fait, oui. On a créé cette association donc l'année dernière, il y a tout juste un an, et nous avons mis en place plusieurs événements pour parler de cette spécificité qui les musiques ultramarines sont aussi des musiques françaises, et nous avons donc fait un débat à l'Assemblée nationale pour présenter notre blog, pour faire une mise à plat des conditions que rencontrent les artistes ultramarins dans leur quotidien. Donc c'est l'occasion ce soir de voir avec les différents intervenants de ce plateau qui représentent aussi des institutions pour avoir des réponses à des questions qu'on se pose depuis un certain nombre d'années. Jean-Michel Routin, vous êtes un des fers de lance de cette musique. Vous avez choisi de vivre aujourd'hui à Londres, vous faites la navette entre Londres et Paris. Le zouk, vous l'imaginiez au moment où Kassav l'a propulsé dans les plus grands stades d'Afrique, comme une musique susceptible de faire le même parcours que le reggae? Pas du tout. Moi, j'ai été happé aussi, comme d'autres artistes, par l'évolution de cette musique, quoi, en fait, qui est un mélange de plein de styles, quoi. Et donc maintenant, on se retrouve avec un gros bébé assez puissant et qui demande à être organisé. Et qu'il faut, voilà, vraiment, quoi, il faut pas seulement s'attendre à retrouver le zouk dans nos départements, il faut savoir aussi pouvoir l'organiser sur l'extérieur, parce qu'en fait c'est le combat que nous on mène lorsque nous on part en concert à l'extérieur. Exporter le zouk, c'est le diffuser, mais il n'y a pas que le zouk. Toutes ces musiques ultramarines souffrent de manque de diffusion, et nous recevons sur ce plateau Claude Sillard, qui, pour avoir été lui aussi artiste, pour avoir lui aussi découvert les méandres de la production, pour faire entendre ces musiques, a dû lui aussi faire le parcours du combattant, j'imagine. Oui, le parcours du combattant, mais qui finalement est un parcours normal dans l'histoire d'un artiste ou d'un producteur ou d'un animateur ou d'un diffuseur. Je crois qu'il faut que l'on remette aussi parfois les choses en perspective en se disant qu'on ne fait pas, enfin je parle des métiers en général de la musique, de l'industrie du disque, nous ne faisons pas des métiers différents de ceux des autres et qui officient sur un marché plus national ou plus international. Je crois qu'il faut qu'on soit aussi très clair et que l'on ne soit pas dans une posture ou de victimisation ou dans une posture où on quémande quelque chose. Mais voilà, il y a des réalités. Les réalités, c'est l'industrie du disque, qui est en crise aujourd'hui, depuis déjà de nombreuses années. Et donc, nous, petits marchés, avec pourtant énormément de talents, énormément de producteurs, de managers, d'éditeurs. Donc, on subit de plein fouet cette crise-là. Et puis, il y a aussi nos comportements. Parfois, on n'a pas su avoir des visions d'avenir pour se dire, voilà, anticiper les choses. La façon dont on fonctionne est une façon un peu artisanale. Lorsque on a Jean-Michel Routin sur ce plateau, c'est certainement un des artistes les plus doués de l'histoire de la variété caribéenne. C'est quelqu'un qui a véritablement révolutionné ce zouk qui, au milieu des années 80, était déjà une révolution musicale, l'affirmation d'une identité. Et voilà quelqu'un qui a mis d'autres apports dans cette musique-là, qui a permis à cette musique d'être écoutée par un autre public encore. Mais il y a le talent est quelque chose d'individuel, et puis, à côté de ça, eh bien, il y a des gens qui sont souvent des épiciers, des marchands, et qui n'ont pas su faire, qui n'ont pas su accompagner le talent de ces artistes-là. C'est ça le constat. Mais on n'est pas dans la victimisation, ni dans une posture où on quémande, on est vraiment dans trouver les solutions pour l'industrie du disque en général, pour que ça fonctionne, et pour que nos artistes soient entendus. Le mot va être lâché, le mot visibilité. Parce que vous parlez d'industrie, mais une fois le parcours du combattant, on le dit, parce que il n'est pas donné à tout le monde de découvrir
toutes les étapes de la production d'un disque. L'artiste devient lui-même son propre attaché de presse, fait suivre le pressage de son disque, fait la distribution. C'est un milieu où les productions sont, on l'a dit, nombreuses, donc qui génèrent du profit. L'analyse de Ida Bordi le stipule. Et on se rend compte que finalement, par exemple, à l'échelon national, on entend tantôt un artiste, ça va être Sly, tantôt, ça va être Perle Lama, tantôt, et puis ce sont les arbres qui cachent la forêt, on a l'impression, quand on regarde le paysage. Comment expliquer l'absence de ces musiques francophones dans le paysage audiovisuel français, alors que le CSA a pris des mesures pour faire exister ces musiques? Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler, Édouard Pelé, vous qui êtes responsable de la diversité à France Télévisions? C'est un aspect des choses. En tout cas, dans ce que nous avons fait, dans ce que nous faisons, nous, depuis 4 ans, tout rond, 4 ans et 3 mois, ce qu'on a appelé le PAPI. J'y reviendrai peut-être, si vous le permettez, dans quelques secondes, ou plan d'action positive pour l'intégration. C'est un élément de plus, faire que se valorise cette expression artistique et culturelle à la fois, faire de la diversité musicale. Moi, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pour le moment, ce qui m'a frappé quand Ensemble pour Agir est venu me voir et Madame Pellage est venue me voir, c'était la revendication que j'avais entendue, qui était nouvelle, me semble-t-il. C'était cette revendication dans l'expression culturelle dans ce pays des ultramarins ou on va dire de la culture ultramarine. C'est déjà discriminant de le dire comme ça, c'est insupportable. Parce qu'ultramarin, Julien Clerc est ultramarin, Laurent Voulzy est ultramarin, comme vous êtes ultramarin, et comme un certain nombre d'autres. Et c'est des expressions qui ne sont pas uniquement la musique à danser. En réalité, ce qui m'a plu quand les jeunes femmes et les jeunes gens étaient venus me voir dans le cadre du PAPI pour essayer de voir comment on pouvait solliciter nos partenaires pour essayer de valoriser toutes ces expressions musicales multiples, parce qu'il y a des textes qui sont des poésies, il y a des rythmes qui ne sont pas à danser, mais qui sont quand même des choses qui vous prennent l'âme et le cœur. Et c'est cet effort-là qu'il a fallu faire quand je les ai reçus il y a 2 mois et demi, et sur lequel nous sommes engagés avec le président Carolis, puisque d'ores et déjà, un courrier est parti il y a quelques semaines vers nos partenaires qui sont coproducteurs des émissions de flux, pour leur dire notre préoccupation d'expression musicale qui ne passe pas uniquement par la danse, en tout cas en ce qui concerne les ultramarins, comme les musiques d'Afrique ou les musiques d'Afrique du Nord. Bien, alors je vais rebondir. Claudicia, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. C'est important. Il y a un engagement de la part de France Télévisions qui, depuis quelques années, fait énormément pour que... Mais juste dire, la frustration aussi de ces artistes-là ne vient pas tant du fait qu'on ne soit pas suffisamment présent sur les médias, parce que je ne connais quand même aucune région de France dont les artistes soient aussi présents dans les radios. Alors, vous avez évoqué Sly, également Perle Lama, mais Jocelyne Nabil et Sheila avec Laisse parler les gens, Kassav et bien d'autres artistes. Mais quand on voit à quel point la musique est importante chez nous, le foisonnement de talent, mais surtout de production, on se dit que finalement le goulot de l'entonnoir est tout petit au regard de tout ce que l'on peut apporter, de tout ce que nos musiques apportent. Je pense à la Compagnie Créole. Alors c'est une variété un peu différente, mais la Compagnie Créole est disque d'or avec son best-of au Canada. La Compagnie Créole a été effectivement durant longtemps reconnue en France, l'est beaucoup moins aujourd'hui et passe un peu moins à la télévision, mais ce sont parfois les pays étrangers, pour le coup, qui reconnaissent nos musiques et reconnaissent ces talents français. Lorsque Kassav joue à Moscou, c'est un groupe français. Ici, c'est un groupe antillais. C'est la loi du marché qui bouge et la loi de la demande du public. On a quitté cette logique qui est trop simplificatrice et trop primaire, qui consiste à attribuer à ces musiques-là, les musiques antillaises, comme les haïtiennes et autres d'ailleurs, leur attribuer uniquement cette identification de musique à danser. Dans tous les pays du monde, il y a des expressions dansées qui se font. Les Bretons aiment aussi danser à leur manière, mais ça ne fait pas grand public. C'est assez exceptionnel. En ce qui concerne les musiques antillaises, caribéennes et afro-antillaises, de façon plus générale, me semble-t-il, elles sont plus prenantes parce que finalement, ça couvre, c'est l'outre-mer français, et l'ancien empire colonial, j'allais dire, ça couvre une bonne partie de la planète. Donc la France, cette civilisation qui récupère, qui prend les choses et qui s'est construite avec ces apports-là, elle devait, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire nous à l'intérieur du service public, dans le cadre du service public, elle devait prendre en charge cet aspect-là, cette revendication-là, d'abord parce qu'elle se fait de façon courtoise, souple, bien que ferme. Alors, parlons de l'autre aspect de cette distribution, de cette organisation de l'industrie. Il y a ce qui arrive jusqu'au tympan de l'auditeur,
ce que le téléspectateur peut voir avec les vidéoclips. Puis il y a toutes les règles qui protègent les artistes, qui protègent également les œuvres. Alors vous, à la DAMI, quelle est votre participation et quel est le rôle que vous jouez dans l'organisation de ce marché? Alors l'ADAMI est là pour défendre les droits des artistes-interprètes. Donc nous les défendons avec les passages radio, télévision, avec les chaînes avec qui nous avons des accords. On leur rétrocède les droits. Et on aide aussi sur certains spectacles. On est, par exemple, Dom Tom Folies. La DAMI, Marie-Josée Ali, est venue nous trouver et on a créé un programme spécialement pour Dom Tom Folies. On est là pour répondre aux attentes aussi des artistes qui auraient des créations à faire, aussi bien disques que théâtre. Donc on peut les aider. Notre seul problème, et c'est un problème d'éloignement, c'est pas très facile, et un problème de professionnalisation, car nous aidons, nous suivant des règles je ne veux pas dire syndicales, mais des règles du Code du travail. Tout travail mérite un salaire et il est très très difficile dans certaines régions d'être vraiment artiste professionnel. Et ça pose un gros problème. Mais nous sommes assez souples. Par exemple, en théâtre, en Guadeloupe ou en Martinique, 5 représentations théâtrales suffisent pour que l'on donne une aide. Alors qu'en France, il faut à peu près 25 représentations sur les créations à Paris. Nous sommes là, 25% de ce que l'on touche est redonné aux artistes, mais il faut que nous soyons au courant. Un disque qui est enregistré en Martinique, si on n'est pas au courant que ce disque est sorti, si on ne sait pas, on ne peut pas donner l'argent, quoi. Alors, on demande aux artistes d'être à la SPPF, par exemple, ou SCPP pour les producteurs, mais SPPF, c'est peut-être un peu plus facile, et comme ça, on est au courant, puis on rétrocède l'argent. Mais sur les chaînes, on a des accords avec les chaînes nationales. Là, on peut rétrocéder l'argent. Mais autrement, on ne le sait pas. Mais on est vraiment à la disposition des artistes. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour en savoir un peu plus. Sur d'autres sujets brûlants, on a évoqué la question de la continuité territoriale. Vous représentez le ministère de la Culture. Vous êtes chargé de mission à ce ministère, André Caillot. Dans quelle mesure prend-on l'acuité de cette problématique autour de l'éloignement, de la difficulté à obtenir les mêmes avantages que ceux qui résident en métropole, dans l'Hexagone? Je pense que la question qui se pose essentiellement, c'est vrai, au niveau de la visibilité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est celle la présence des artistes, effectivement, ultramarins et des artistes de l'océan Indien, enfin l'artiste des dom-toms en général, sur le territoire métropolitain. Donc il y a effectivement le problème des déplacements qui est un problème compliqué. Mais ce qu'on a réussi d'une certaine manière avec la Réunion, par exemple, avec la mise en place d'un pôle régional des musiques actuelles qui fait un très bon travail depuis de nombreuses années avec Alain Courbis et qui permet à des artistes réunionnais d'être très présents sur le territoire métropolitain. Je trouve que nous devrions avoir des choses semblables du côté des Caraïbes françaises. Enfin, il y a quelque chose qui me semble là à mettre en œuvre encore actuellement et qui n'est pas réellement réalisé, qui fait que peut-être aujourd'hui, enfin moi je constate comme vous, peut-être je pense pas qu'il y ait un effritement de la créativité caribéenne, je ne le crois pas, enfin je ne peux pas le croire, et en même temps on a l'impression qu'il y a moins de présence des artistes effectivement sur le territoire. Alors, est-ce que c'est une question d'adaptation des outils qui sont finalement des outils de droit commun pour tout le monde? Comment est-ce qu'on fait circuler les artistes en France métropolitaine ou dans les territoires et départements d'outre-mer? Bon, cette question se pose, c'est celle effectivement, sans doute, du renouvellement de cette créativité. On le disait juste avant l'émission, nous avons besoin par exemple, dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, nous n'avons pas aujourd'hui un réseau d'enseignement qui soit suffisamment développé pour que de jeunes artistes puissent se former, puissent rencontrer aussi leurs homologues, qu'il puisse y avoir des résidences, qu'on puisse renouveler la création. Je crois qu'il y a des choses qui sont encore en gestation là, et qu'on n'est pas encore au bout du dispositif pour peut-être renouveler la deuxième ou troisième vague d'Afrique caribéen sur le territoire. Alors il y a forcément une prise de conscience. Est-ce qu'elle s'opère? Vous avez lancé, Jennifer Pellage, sur votre blog, une consultation adressée aux artistes-interprètes, aux producteurs, aux éditeurs. Quelles sont les remontées que vous avez depuis le lancement de cette opération?
Les remontées, effectivement, il y a des gens qui répondent au blog, mais je crois qu'il y a la prise de conscience, elle n'est pas encore. Les artistes ne sont pas, voilà, n'est pas vraiment réel. C'est-à-dire que les artistes ne sont pas conscients. Ils ont peut-être peur de répondre à ce questionnaire. Il y a un certain frein. Pourtant, c'est dans le but de les aider, dans le but de trouver des solutions. Il y a tout type de questions sur le blog. Justement de par leur origine, mais aussi de savoir combien de prestations est-ce qu'ils peuvent faire dans l'année, quels sont les outils de communication qu'ils utilisent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Est-ce que vous pouvez expliquer l'objectif recherché par l'association pour peut-être les aider à adhérer et à vous apporter les réponses qui vont vous aider à servir leur cause? Je peux me permettre? Oui. Je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé parce qu'ils ont une certaine frayeur en disant si on avoue qu'on a un problème, notre public va nous retrouver comment ils vont être perçus. Donc ils ont un problème en se disant si on commence à se plaindre, si on commence à dire que ça ne marche pas, pour qui on va passer? Donc il y a une certaine fierté. Et c'est vrai que nous, ultramarins, on n'aime pas trop se plaindre. On fait ça discrètement, on se plaint entre nous, mais dès qu'il faut le dire devant la télévision, ça devient un problème. Déjà, pour avoir des artistes, c'est pas évident d'avoir sur un plateau un artiste qui puisse parler de son métier. Il va s'auto-censurer. Oui, ça va pas, mais voilà. Il y a une censure. Il faut qu'on se libère et qu'on mette à plat, là, qu'on se décide et qu'on se dise, oui, il y a un réel problème. On va pas attendre sur les autres. Les autres ne nous attendent pas. À Paris, on nous attend pas du tout. Si on ne provoque pas les choses, si on ne milite pas, ça ne bougera pas. Pardonnez-moi, mais face à une enquête comme celle-là, moi l'autre jour j'étais avec Abdel Malik, mais j'arrive pas à me souvenir du nom, c'est pas de ma génération, de tous ces groupes et tous ces chanteurs ultramarins ou autres, des cultures nouvelles, voilà. On dit des banlieues, etc. J'ai participé à un débat il y a quelques jours avec eux, un débat, un échange, pour essayer de voir comment on pouvait les aider précisément. Moi ce qui me frappe, c'est l'attitude de pudeur dans laquelle ils sont, c'est vraiment de la pudeur, et en plus de complexe pour ne pas s'auto-discriminer eux-mêmes. Voilà. La réalité, elle est là. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le disque qu'ils viennent de faire ensemble sur la tolérance et qui doit être en vente depuis les élections municipales. Là, je crois depuis une quinzaine de jours, il a été distribué et mis en vente. Donc c'est bien là que se situe. Et votre démarche, autant elle est louable, autant elle peut apparaître réductrice pour eux parce que la logique, institutionnelle, un peu inquisitoriale, un peu violente pour des créateurs. Oui, violente, pas violente agressive, violente parce qu'elle viole leur être, leur âme. Il me semble que ça peut se comprendre. Pour des Européens, c'est plus facile. Le système est installé depuis plus d'un demi-siècle. Et ça fonctionne, ils ont subi l'influence américaine, tout ça va bien, amusons-nous, Folleville. Tandis que pour les Français issus d'ailleurs, j'inclus dedans donc certains chanteurs africains, certains chanteurs de rap, rail, nord-africains, etc., il y a cette, ce mal se positionner, d'avoir cette crainte de mal se positionner, entre guillemets, comme je le disais il y a quelques secondes, vis-à-vis d'un marché et d'une attente du public, mais avec leur propre personnalité, leur propre identité, qui s'exprime ainsi. Comme si, effectivement, quand on est malade, en fait, on va chez le médecin. Et pourtant... Ils sont pas malades. Et pourtant, quand on entend parler autour de nous, on a l'impression que l'industrie du disque, que les artistes sont malades de la situation dans laquelle ils sont, mais ils n'osent pas l'avouer qu'effectivement, c'est pas ils n'osent pas. Il faut mesurer les termes. Moi, je parle de pudeur, d'un vrai... complexe parce qu'ils ne supportent pas l'idée du regard dans le regard. Voilà. Et ça, c'est de la sensibilité. Pour faire... Ouais. Il y a aussi être habitué. Il se trouve qu'on est habitué aussi au système D depuis tellement longtemps que maintenant on fait avec 3 pattes. On a oublié qu'on a une 4e patte. Et on fait avec 3 pattes. Je parlais tout à l'heure de comportement. Vraiment, il y a 2 choses. Il y a la crise de l'industrie du disque et nos propres comportements. Ce sont ceux-là. Nos artistes se sont habitués à une façon de fonctionner des producteurs et de ceux qui commercialisent les œuvres, donc en Outre-mer en général, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et des gens qui souvent, moi j'ai vu, je le sais, ceux qui me regardent savent de quoi je parle, certains producteurs. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ont dit voilà, moi je produis ton disque, mais je ne te verserai de royauté qu'à partir de 7000 albums vendus. Bien sûr. Sur un marché qui ne génère que 3000 albums. On accepté ça. Je vais résumer. C'est comme si, par exemple, on a un Benabar qui a la notoriété, toute la France l'aime,
on vient l'applaudir, on est prêt à lui déchirer ses vêtements, mais il ne gagne pas bien sa vie, il ne gagne même pas d'argent du tout, ou si peu, trop peu. Et il a tellement de problèmes que lui, étant starisé, il ne peut pas venir et dire remplir un questionnaire en disant je suis mal. C'est pas vrai, je suis mal dans la réalité. Sachant que le questionnaire est quand même anonyme. Anonyme, bien sûr. Oui. Non, on sait bien, mais de lui-même. Et Édouard l'a très bien expliqué. C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même en remplissant ça, c'est comme si d'autres allaient voir notre petit quartier de misère, quoi. Voilà. Vous évoquiez tout à l'heure les motifs de fierté et je vais rebondir parce qu'en Martinique, en Guadeloupe et depuis peu en Guyane, je crois avec les Lins d'Or, la SACEM s'implique dans l'émulation de cette production discographique et récompense les artistes. On a eu l'occasion de rencontrer lors de ces cérémonies de récompense des responsables nationaux de la SACEM qui nous indiquent combien le tissu économique est important, à telle enseigne que des artistes tels Éric Virgal sont membres d'honneur de la SACEM. Donc d'aucuns connaissent très bien le système et savent comment l'actionner, et d'autres ne connaissent pas les rouages du système. Comment vous continuez la communication en direction de ces artistes dans les différents départements ? Je crois que vous posez effectivement la question au niveau de l'information et de la connaissance, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Claudie ou ce qu'a pu dire Jean-Michel Rotin. Un des freins effectivement à la création, c'est pas le talent, c'est pas la richesse musicale, elle se développe régulièrement, il y a toujours de nouveaux groupes qui apparaissent. On pourrait citer récemment un groupe comme Soft, qui est d'origine guadeloupéenne, qui fonctionne très très bien et qui vend d'ailleurs un nombre de disques assez important sur les Antilles et qui pour l'instant n'est pas relayé énormément effectivement en métropole. Sur la connaissance, et pour refléter, je dirais, l'importance de la richesse musicale, un ordre d'idée, le nombre d'adhérents à la SACEM dans les îles ou dans les dom-toms, il est le plus important rapporté au nombre d'habitants. Guadeloupe, 400 000 habitants, plus de 1000 sociétaires à la SACEM, à peu près 1200 en Martinique, quelques 1500 à La Réunion, pour citer les plus gros territoires. Donc la richesse musicale est là. Et c'est vrai que derrière, il y a un gros travail d'information pour expliquer à tous ces jeunes groupes comment adhérer, qu'ils ont des droits, comment protéger leurs œuvres, et surtout derrière, comment percevoir leurs droits. Puisqu'il y a d'un côté cette démarche administrative, et là on retrouve effectivement certains freins pour faire ces démarches, et ensuite le suivi administratif qui va leur permettre régulièrement de toucher des droits, ce qui va leur permettre entre eux des cachets, mais le problème se pose aussi pour l'intermittence. Comment être capable d'avoir le statut d'intermittent, et en additionnant les cachets, les droits et éventuellement l'intermittence, être capable d'en vivre et d'avoir un métier professionnel. En termes de qualité, la profession, elle est là. En termes de revenus, elle ne l'est pas forcément. Donc il y a tout un effort de fait, si on prend effectivement le cas de la SACEM, actuellement, pour aider non seulement des festivals locaux ou des spectacles locaux, mais également la création de prix. Donc il y a les prix SACEM Guadeloupe, les prix SACEM Martinique, il y a également les prix de l'océan Indien, où ça ne s'arrête pas, si vous voulez, uniquement à une remise de prix, mais également un accompagnement sur une année pour accompagner l'artiste à être diffusé dans d'autres festivals, que ce soit au Francofolie, que ce soit au Festival de La Rochelle, parce que je crois que c'est surtout là qu'il y a un manque à l'heure actuelle, c'est qu'une fois que l'artiste existe dans son territoire, comment est-ce qu'il peut effectivement rayonner dans d'autres territoires tout en étant encadré ? Ça veut dire avoir un manager, avoir un agent, avoir un producteur sur qui il peut se reposer pour accompagner sa carrière. Et là, effectivement, c'est bien souvent là que le bas blesse. Alors, c'est un aspect des choses. Un deuxième aspect des choses, c'est la question de la répartition des droits. C'est-à-dire qu'une fois que l'artiste est diffusé sur un support, et là, j'interroge le Claudie Sillard, qui est président de Tropique FM, et qui va nous expliquer comment une radio reverse les droits d'auteur et comment la SACEM collecte ces droits pour les redistribuer aux artistes concernés. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, heureusement, car certaines radios ne pourraient pas vivre si elles devaient avoir le même calcul de reversement que par exemple RFI, radio à laquelle j'appartiens. Évidemment, pour nous, petite radio, disons ça comme cela, c'est en fonction du chiffre d'affaires de la radio. Mais il y a, et Thibaut Fouet est là pour l'attester, il y a aussi pour nous l'obligation de remplir, il y a tout un système, je ne vais pas l'expliquer, c'est très technique, mais tout ce que nous diffusons est transmis à la SACEM. Et donc la SACEM, ça permet à la SACEM de faire sa répartition en fonction de ce que l'on a payé sur ses sociétaires. Voilà, en gros, pour résumer, Thibaut... Simplement pour compléter ce que disait Claudie, et là on aborde, je dirais, un deuxième souci que l'on peut avoir effectivement par rapport à l'exposition ou au reversement de droits par moment. Il faut effectivement collecter les droits, c'est une première chose. Donc dans un premier temps, il faut déjà que les ayants droit, c'est-à-dire auteurs, compositeurs, éditeurs,
protègent leurs œuvres. Il faut ensuite que l'on collecte les droits. C'est la première mission de la SACEM. La deuxième, effectivement, et la plus importante, bien entendu, qui va avec la perception, c'est le reversement de ces droits. Ils sont ainsi sur les données que vont nous remettre les diffuseurs. Que ce soit un producteur de concert, que ce soit effectivement un responsable d'antenne qui va faire toute la programmation, que ce soit également un producteur de télé avec des conducteurs, avec il y a un plateau, il y a eu telle ou telle chanson de diffusée. Et ce sont des données extrêmement importantes. Et quand on parlait tout à l'heure de véhiculer l'information, il y a tout un travail à faire vis-à-vis des ayants droit sur leur démarche, mais également vis-à-vis des gens qui commercialisent la musique pour leur faire comprendre qu'effectivement c'est une industrie. Mais que cette industrie fonctionnera d'autant mieux si ceux qui sont à la base de cette industrie, à savoir les créateurs, auteurs, compositeurs, peuvent également en vivre. Et là, il y a effectivement un gros travail d'information à faire auprès de ces diffuseurs. Quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour trier le blé de l'ivraie ? Alors déjà, il y a de toute façon un département également au niveau de la SACEM qui a une mission de contrôle, c'est-à-dire qui va analyser régulièrement ces CD, puisque dès lors que vous commercialisez, si on prend le cas d'un CD, vous êtes censé le signaler auprès de la SACEM SDRM pour avoir l'autorisation, acquitter les droits, afin qu'on puisse effectivement les reverser. Et il y a toute une activité de contrôle qui est faite régulièrement, quel que soit le lieu de diffusion ou le territoire d'origine, pour être sûr qu'effectivement ce produit est bien licite et que le reversement des droits va bien revenir aux ayants droit d'origine. Mais bon, la piraterie, je dirais malheureusement, elle a toujours existé. Elle est peut-être un peu plus forte dans ce type de diffusion parce qu'on retrouve sur ce qu'on appelait tout à l'heure le système D. Avec encore une fois beaucoup de gens qui sont prêts aujourd'hui à produire un artiste. C'est pas forcément leur métier, ils n'ont pas forcément toutes les connaissances pour le faire, et sciemment ou non, ils peuvent effectivement léser l'artiste. Stéphanie Borwing, tout ce que vous avez entendu, ça vous inspire quoi ? Nous, c'est l'exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le summum de tout ça, parce que le système D, c'est notre manière de vivre. C'est un problème à la fois de sentiment de légitimité et d'accès à l'information. Déjà, on n'a pas de studio d'enregistrement, donc on fait ça dans la cave d'un ami. On ne connaît pas tous les réseaux. À la rigueur, on sait que la SACEM, ça existe, mais on ne sait pas tout à fait à quoi ça correspond. Donc moi maintenant, ça fait depuis 2004 que je suis à Paris. Bon, avec mon groupe, on compose, on a une trentaine de morceaux, mais on ne sait pas par quel bout le prendre, quoi. On sait pas, c'est vraiment le problème de réseau. Après, en plus, c'est presque le problème de légitimité aussi. Alors nous, quand on doit représenter l'outre-mer, déjà, je suis blanche, alors c'est un problème. Et puis en plus, Et alors ? et puis après, comble du comble, je chante en anglais. Alors là, ben oui, parce que moi, ma réalité régionale, c'est l'Amérique du Nord, c'est le Canada. Mon père est canadien, donc moi, j'écris en anglais. Donc après, on m'accuse d'être une mauvaise française. Bah non, mais bon, voilà, et puis après, c'est en effet après pour en vivre, parce que ce que vous disiez, nous on est 6000 habitants. Alors vous pouvez pas, évidemment, personne ne peut en vivre. Donc après, c'est un enchaînement. Puis après, on joue dans des bars. Alors les gens vous disent, ah, tu chantes bien, t'as du talent. Bah oui, mais si je suis à Paris, je suis quoi ? Je suis peut-être nulle. Donc c'est vraiment ce complexe, quoi. Alors qu'au final, non. Que là, récemment, j'ai tenté une émission de télé-réalité que je ne citerai pas. Bon, j'ai pas été sélectionnée, mais j'ai bien senti que j'étais pas nulle. Mais n'empêche qu'il a fallu que j'ai cette expérience-là pour m'en rendre compte. Même nous, c'est le complexe de l'ultramarin d'une certaine manière, alors que bon, en fait, c'est tout simplement humain. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça que je trouve que Agir ensemble, c'est une super idée. Et continuez. Alors, José Vatin nous a rejoint entre-temps. José Vatin, vous êtes conseiller économique. Vous êtes depuis longtemps impliqué dans la vie associative. Vous avez accompagné de nombreuses doléances et vous avez eu le souci de l'organisation pour ne pas être, comme disait tout à l'heure Claudie Sillard, toujours dans une demande, dans une attente. Comment voyez-vous cette problématique et à terme, est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour une organisation sur une plateforme qui rendrait crédible la démarche artistique ? Écoutez, je ne sais pas si les conditions sont réunies, mais en tout état de cause, ce que je vous dirais, c'est qu'en fait, le problème de la musique est le problème inhérent à tous les ultramarins dès lors qu'ils s'avancent dans la vie artistique. Qu'il s'agisse de chansons, qu'il s'agisse de cinéma, c'est un peu la même chose. Par exemple, prenons un exemple en quittant pendant quelques secondes la musique pour parler cinéma. Par exemple, prenez quelqu'un comme Jean-Michel Martial. Voilà un acteur extraordinaire qui a une voix fantastique,
Que lui fait-on doubler toujours? On lui fait doubler toujours quelqu'un de noir. Parce que il y a en France, il faut le dire, et Édouard Pelé ne me démentira pas, il y a le complexe de l'autre. Et tout à l'heure, là, quand Édouard parlait de Abdel Malik, mais savez-vous, par exemple, qu'Abdel Malik est un garçon qui fait des textes merveilleux, mais il n'aurait pas pu chanter autrement qu'en faisant du rap. Et ce qui m'a surpris, c'est que très souvent, on lui pose toujours la question de ses origines. Comment faites-vous, vous qui n'êtes pas d'origine française, pour écrire si bien le français et le déclamer si bien? Car en fait, le problème de l'origine revient toujours. Or, il est un Français. Il parle le français aussi bien que les autres. Quand, par exemple, Claudie parlait, il y a quelques instants, de la compagnie créole, mais la compagnie créole, c'est quoi pour le français? Eh bien, c'est faire tourner les serviettes, comme Patrick Sébastien. Mais ce n'est pas la musique de l'outre-mer, ce n'est pas ça. C'est une musique qui vient du cœur. C'est une musique de construction, une musique de différentes couches de la population. Il y a eu des strates de la vie qui ont apporté quelque chose et je ne suis pas certain. Par exemple, qu'Henri Salvador, qui vient de nous quitter, s'il était né dans le siècle d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait devenu la vedette qu'il est devenu? Pourquoi? Parce qu'on l'aurait toujours catalogué, on ne lui aurait pas donné sa dimension musicale. C'est que la société française a peur. Et c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur des choses, de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand j'étais gamin à Paris, eh bien, je le dis souvent, je n'avais aucune difficulté pour discuter avec Jean-Paul Sartre, Aude-Margot, ou avec tous les artistes de talent. Les intellectuels nous regardaient, nous appréciaient parce que nous étions des Français comme eux. C'est la population qui nous méconnaissait parce qu'elle n'avait pas l'habitude des Français que nous sommes. Or, aujourd'hui, ce sont les intellectuels qui ferment la porte le plus souvent. Car qui dirige, en fait, les plus grands médias? Ce sont toujours les intellectuels. Et ce n'est pas parce qu'ils ne nous reconnaissent pas du talent, mais parce qu'ils ont envie de nous ghettoiser, parce qu'ils savent que nous avons le même talent qu'eux, que nous sommes aussi forts et que nous apportons un supplément d'âme qu'eux ne peuvent pas toujours apporter. Si vous permettez, hier, dans le cadre de cette émission, nous recevions Jackie et Benji de Neg Marron et nous évoquions l'existence d'une chaîne qui s'appelle M6 Musique Black. Voici un exemple sur lequel j'aimerais avoir quelques avis. Ça veut dire que dans la segmentation, si on part du principe que toutes les musiques se valent, si on respecte le cahier des charges que nous conseille le CSA pour la diffusion des œuvres musicales, comment expliquer une segmentation uniquement basée sur des critères économiques? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un marché qui correspond à ces critères. On le voit dans la cosmétologie, on le voit dans d'autres domaines. Doit-on partir justement sur les sentiers de l'histoire, de l'imaginaire que l'on a donc de l'autre, la colonisation, l'esclavage, tout ce qui finalement dicte la pensée que l'autre peut avoir sur vous ou le regard qu'il peut avoir sur vous. Je me demande, faut-il aller jusque-là? Mais ça peut s'expliquer. Par exemple, on parle de musique. On parle de musique, la musique, terme générique, pour parler de toutes les musiques, finalement pas toutes. Lorsque l'on veut parler de musique afro, on dit les musiques noires, les musiques black, les musiques afro-caribéennes, les musiques, et en cela Édouard a raison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment, dans 10 ou 15 ans, je l'espère le plus tôt possible, où on n'aura plus besoin de segmenter comme ça notre propos pour définir quelqu'un ou définir sa musique. Lorsqu'on parle de musique, on parle de création. Et José l'a très bien expliqué, c'est vrai que les artistes entre eux, à cette époque-là, se côtoyaient. Boris Vian ne serait peut-être jamais devenu copain avec Henri Salvador ou avec Ray Ventura. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette proximité d'artistes, de gens qui créent, quelle que soit la couleur, en faisant fi la couleur de la peau des gens. Imaginez-vous une seconde sur notre antenne, celle-ci, qu'on ne fasse que de la musique afro ou créole. Vous l'imaginez? C'est pas concevable. Il faut intégrer l'intégration. Donc je ne comprendrais pas que ici, chez nous, à François,
On n'est pas en même temps Edith Piaf ou donnez-moi des noms, en même temps que Julien Clerc ou d'autres, Jodassin, je parle que de gens du passé. Il faut que je revitalise un petit peu la connaissance de la musique d'aujourd'hui. Ah ben oui, vous par exemple. Si vous permettez, je vais me faire l'avocat du diable. C'est pour vous suivre dans votre logique de segmentation, vous avez pris l'exemple de musique. Je ne supporte pas du tout M6, la chaîne privée française, à cause parce que blackisation, j'aime pas non plus cette formule, c'est déjà honteux, on est déjà complexé. De cette noircisation, pardon pour le barbarisme, les clips, la noircisation des clips, des feuilletons achetés à des chaînes américaines, etc. Ça correspond pas à la France qu'on a en partage, ça correspond pas. Même s'il y a, je considère, je passe mon temps à répéter, il y a un demi-siècle de retard. En ce qui concerne d'ailleurs les ultramarins, on va dire que c'est grosso modo 3 siècles et demi. Mais en tout cas, pour la décolonisation, elle s'est opérée en 1962. Sur les années 60-62, donc il y a un demi-siècle de retard qui a été pris dans le domaine de l'acceptation de notre diversité multiethnique et raciale. Je ne parle pas d'ethnoculturel, je dis ethnique et raciale. Ça s'exprime à travers la musique, puisque c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est dans tout le reste, dans l'invention de la fiction, dans le documentaire, dans un certain nombre de choses, parce que tous ces segments divers, pour reprendre la définition de Brodel, qui ont constitué la communauté nationale, la communauté française, sont des apports. La France, née la France, telle qu'elle est à l'heure actuelle, que par tous ces apports multiples, toutes ces couches successives de gens venus d'ailleurs, qui l'ont irrigué, qui l'ont inondé de leurs apports, de leurs racines culturelles, de vie, de choix de société, etc., et qui font cette France qu'on a en partage, et qui a du mal, c'est vrai, depuis une dizaine d'années, qui a un mal depuis à peu près une génération, je crois, à peu près une vingtaine d'années, qui a du mal à ne pas revenir en arrière, en matière de ce que j'appelle pour ma part le racialisme, mais ça c'est le côté universitaire, j'allais dire, c'est la tradition depuis la fin du 19e siècle en France de sous-considérer l'autre, puisque c'est l'homme blanc, le Gaulois, qui a apporté, paraît-il, de façon définitive la lumière, non pas à cause du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, mais grâce à 89, oubliant que cette notion de la liberté, il la tient au XIIe siècle de l'ère chrétienne, des écoles péripatéticiennes arabes. Entre autres, Averroès Ibn Rushd, appelé en arabe. Alors, Kin de Kamadec. Je me permets. Alors, c'est vrai qu'on a fait un constat. On constate, ok. Mais on fait comment maintenant? Agir, c'est ce qu'on veut. C'est notre action. Nous, en tout cas, dans le service public, et là, je suis plein dans ma fonction. Tout à fait. Nous, depuis 4 ans, sans en parler, je vous signale que les seules émissions où j'ai accepté de venir parler de notre papy, c'est un clin d'œil, hein. Papy, c'est la sagesse. PAPI, et il cavale pour rattraper le retard du fameux demi-siècle. Hein. Parfois, Papy fait la résistance aussi. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il essaye de faire. Mais il l'a fait. Alors, sans communiquer vers l'extérieur pour éviter ce que j'appelle les gauloiseries, où on va s'invectiver, s'échanger de l'idéologie, et résultat, on ne va pas avancer. Et de façon systématique, en respectant les principes de la République, capacité, compétence, compétition, mais avec ce petit coup de pouce pour rattraper le retard, coup de pouce qui infléchit le principe d'égalité. Je rappelle pour mémoire qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État a décidé de confier à Mme Simone Veil la réflexion, la réflexion pour envisager d'intégrer dans le préambule de notre Constitution, c'est une demande que je fais depuis 1 an et demi, moi. Le préambule de notre Constitution, la diversité. Alors la diversité, sans être hypocrite, c'est pas toutes les diversités. À mon avis, le vrai problème auquel se heurte notre pays, et on est dans la seringue, j'allais dire là, pour franchir le pas, c'est nous accepter comme nous sommes dans notre multiplicité ethnique et raciale, qu'un blanc me regardant, vous regardant, regarde plutôt l'homme de talent, la tête, écoute le langage, ou sente vibrer un cœur, plutôt que le noir à barbe comme vous êtes, ou le un peu nègre-marron, on peut dire comme ça en ce qui me concerne, parce que je suis marron clair. Alors, j'entends tout cela, je vous donne la parole tout de suite, mais je voulais quand même vous poser cette question, puisque vous réfléchissez, vous proposez également, vous êtes force de proposition. Quand on voit par exemple... D'action, ça a conduit à Tropiques Amers, ça a conduit... Je ne veux pas citer des noms, même Claudie avec Drucker présentant à 20h30, pardon de le faire, c'est pas te respecter que de le dire comme ça, mais enfin bon, c'est d'agir, pas mettre le doigt dessus, mais dans tous les domaines depuis 4 ans, et je rappelle pour mémoire que j'ai été institué par le président Tessier, que c'est le président Carolis qui est à la gouvernance, j'allais dire du groupe, depuis 2 ans et demi. Il n'y a pas eu une feuille de papier à cigarette concernant ce problème, mais je rappelle que Jérusalem ne s'est pas construite ni en 7 jours ni en 8 jours. Mais en 4 ans, on a des résultats qui sont tangibles. Je les tiendrai à votre disposition dans mon bureau, comme j'ai pu communiquer un certain nombre de documents à certains qui ont été surpris. J'ai même mis en place un système d'enquête pour évaluer la visibilité. J'ai horreur de ce mot.
J'ai horreur de ce mot parce que visibilité, on a importé de chez les anglo-saxons cette notion. Dans la traduction française, on ne parle pas de notre couleur de peau. On est ou autochtone ou indigène, quel que soit l'endroit, en Auvergne, à La Réunion ou dans mon Algérie natale. Édouard Pellet, s'il vous plaît, vous êtes tellement passionné que vous avez répondu à ma question avant même que je ne la pose. Je voulais juste vous demander s'il y avait de bonnes raisons d'espérer, puisque vous êtes au sein du groupe France Télévisions, qu'ici nous sommes sur France O. Donc un plateau comme celui-ci, il est normal chez nous. Nous venons de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, nous sommes nés de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion, du Pacifique, de Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes habitués à cette diversité. Nous la vivons, nous sommes des laboratoires idéaux pour... Mais la création de cette chaîne, oui. Fly, elle vient d'où? Ça a été un des premiers actes majeurs de la prise en compte du PAPI, du plan d'action positif pour l'intégration. La deuxième ayant été de vous monter sur la TNT il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, oui, on l'a pas vanté. On l'a pas vanté. C'est que ce que vous disiez avant, que avant vous pouviez parler avec tout le monde sans avoir à vous préoccuper de vos origines et tout ça. C'est paradoxalement, c'est la segmentation des chaînes de l'audiovisuel français qui fait cette segmentation des goûts, des catégories. Et quelque part, autant j'adore François, franchement, je suis très heureuse que François existe, elle contribue à cette ghettoisation de la diversité. Et j'espère, et je vous fais confiance pour porter ce message, que avec la commission Copé qui est en cours et qui non seulement va réfléchir à la publicité, mais aussi au cahier des charges et à la ligne éditoriale de chaque chaîne du groupe France Télévisions, qu'on va avoir de la diversité, de la visibilité sur toutes les chaînes. Et non pas cette ghettoisation sur une seule chaîne. La richesse de la France, c'est en effet sa diversité et il faut qu'elle soit les partout. responsables de François, la réflexion est en cours. Voilà. Mais les choses ne se font pas en temps l'aider. En ce qui concerne tout le groupe, comme je vous l'ai expliqué, est-ce que je vais vous citer Karine Le Marchand, Audrey Pulvar, il y a 61 personnalités sur toutes les chaînes du service public, y compris les régions de France 3, qui présentent des programmes, pas tous de 20h50, mais des programmes majeurs. Je constate qu'il y a là matière à ouvrir un nouveau débat autour de la visibilité pour la télévision. Nous allons, puisque vous posiez la question des raisons d'espérer, des raisons d'agir et de découvrir peut-être une solution viable pour les artistes, revenir au débat de la musique. Mais merci pour cet éclairage. Tout de même, il y a des choses que nous ne savions pas, que nous nous apprenons ici de votre bouche. Merci, monsieur Édouard Pellet. Je vais vous dire une chose qui risque à la fois de faire avancer le débat, en tout cas c'est le but, ou peut-être de le plomber. J'étais il y a quelques heures, dirons-nous, dans une réunion avec une major en vue d'une collaboration avec la radio Tropique FM et la production de compilations. Et cette responsable, cette directrice de marketing, me dit que les compilations qui se vendent le mieux, au prorata de ce que ça représente en investissement, ce sont les compilations de Zouk. Effectivement. Non, c'est bien. Ça peut quand même musique à danser. Non, mais qu'importe. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un véritable potentiel, que les majeures compagnies, mais voilà, mais Wagram s'en inquiète aussi, Sony s'en inquiète également, Universal, donc ça vient à vous le chercher avec laquelle je discutais. Voilà, ça veut dire que pour eux, il y a un vrai potentiel. Donc ça veut dire que tout cela devrait permettre aux artistes de ces régions-là de mieux vivre de leur art. Claude Fonfred d'abord, qui voulait réagir. Oui, avant d'être vice-président de l'ADAMI, je suis aussi un artiste, et je voudrais choquer personne, mais en disant, si on parle de la création et de l'artiste, je suis originaire de la Drôme, et le problème d'un artiste dans la Drôme, c'est exactement le même qu'un artiste à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, ça peut réunir tout le monde. Si on parle des droits aussi, il y a l'ADAMI doit toucher des droits d'interprète. Et ça, nous avons des accords avec le service public. Nous avons, avec RFO, il y a eu des petits problèmes où ils ne payaient pas les droits. Et maintenant, ce problème est réglé. Nous avons eu des petits ennuis, mais tout est réglé. Et sans vouloir tuer les autres petites chaînes, il faudrait peut-être qu'on respecte aussi même une somme minime. Les droits sont payés à la SACEM, mais les droits des artistes-interprètes ne sont pas payés. Et ça, c'est un gros problème à résoudre. Et moi, à l'ADAMI, je suis favorable à ce qu'il y ait un nouveau programme pour l'aide au voyage. Parce que ça, c'est un gros problème. Et qu'on se mette tous ensemble d'accord pour aider. Et puis,
faudrait parler aussi de la valorisation, pas de l'artiste, mais ce que l'artiste apporte à une... Dernièrement, j'ai un ami qui s'appelle Alain Maline, qui est réalisateur de films, et qui m'a montré de la musique du fleuve Maroni. Ce sont des rythmes assez extraordinaires. J'avais jamais entendu ce genre. C'est un mélange de tout. Mais le jour où un disque de la musique du fleuve arrive en France, eh bien, la Guyane va être valorisée, mais d'une manière extraordinaire. Mais ça ne suffit pas que ça arrive en France, parce que je vais vous donner un exemple. Marie-Josée Ali, avec 9 semaines et un jour, a fait découvrir un groupe qui venait du fleuve, qui est parti au Francophonie. Le groupe est revenu et voilà. Et donc le groupe est revenu et depuis voilà, ça fait l'effet d'annonce. Et par la suite, il n'y a pas d'accompagnement. Donc je vais terminer quelque chose aussi, c'est que si on prend le groupe que j'ai vu, c'était sur une pirogue. Ils sont pas professionnels, mais ils sont à moitié professionnels. Mais ça, c'est pas grave. Mais dans ce groupe, il y a des musiciens du Suriname, du Brésil et des Guyanais. Le problème à l'heure actuelle, c'est que pour faire venir ce groupe en France, à la frontière, la police des frontières, il y a de gros problèmes avec ça. Les artistes étrangers, on s'en méfie. Ça aussi, tout ça sont des questions. Et par rapport à la musique, c'est très grave. On fait tous partie d'un monde. On me signale qu'il ne nous reste que 6 minutes. Alors, nous allons mettre à profit ces 6 minutes pour essayer de jeter des bases constructives. Je voulais simplement dire, effectivement, les artistes qu'ils viennent de la Drôme, des Antilles ou de la Réunion ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ressentent tous la même chose. Ils ont le même talent. Ils ont parfois un peu plus, un peu moins, on aime un peu plus. Mais en fait, le vrai problème qui se posait, et Stéphanie l'a dit tout à l'heure là, elle a invoqué involontairement la commission qui a été mise en place par le président de la République sur la télévision en général. Or, il se trouve que dès le lendemain de son annonce, en parlant de suppression de la publicité sur France Télévisions, je l'ai immédiatement saisi de la situation particulière de RFO. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'on monte une commission à ce sujet et qu'il n'y ait pas un ultramarin dedans. Et je dis quand même que c'est quand même extraordinaire, je saisis. Et ils n'ont même pas la politesse d'avoir un petit mot à notre égard. Je dis que c'est la première fois que la République se paye de mots et ne va pas dans un certain nombre d'actions comme il le faudrait. Car il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est le problème de la musique. Nous aurions, s'il y avait quelqu'un dedans, nous aurions pu l'évoquer, comme nous aurions pu évoquer d'autres sujets qui intéressent l'outre-mer. Vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez venir vous asseoir à ma table chez moi et me dire ce que je dois manger et comment je mange. De temps en temps, quand même, il faut que je vous explique comment je fais mon petit bouillon de poisson. Et cela, je pense que ce serait absolument nécessaire qu'on nous écoute un peu plus et qu'on cesse d'avoir peur. Et c'est ça qui est... Quant à la musique, maintenant, je vous dirais en 2 mots. Je crois qu'il faut que les artistes n'aient pas peur. Qu'ils se disent qu'aujourd'hui, Jennifer a décidé de mettre cette action en place, car il faut lui rendre hommage aussi. Elle a, toute seule, elle a pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et beaucoup de gens l'ont rejoint. Et je crois que les artistes doivent venir sans peur, comme Bayard. Ils doivent être sans peur et ils n'auront pas de reproches demain, car ils réussiront sans doute. Jean-Michel Rotin, que retiendrez-vous de ces échanges ? Moi, je trouve ça très positif. On a un manque de temps, c'est clair. Il y a encore plein de choses à dire. Je pense que il y a aussi un rayon aussi. Le gêne n'est pas vraiment seulement au niveau des artistes. Je pense qu'aussi que ceux qui sont en place aussi, certains politiques qui sont aussi, qui font partie aussi qui sont ultramarins aussi. Je pense que ils ont tendance à oublier aussi qu'un peuple sans culture, en fait, c'est pas un peuple, en fait. Pour qu'on puisse avoir de la matière, pour pouvoir de quoi vendre, en fait, il faut vendre ce qu'on a. Et j'ai l'impression que, en fait, à part Chéri Doudou, tu vois, en fait, je sais pas moi, en fait, le soleil, parce qu'on parle de tourisme et tout ça, de toutes ces choses, en fait, il y a une histoire, en fait, qui fait que tout ça existe. Et dans cette histoire-là, en fait, on peut pas séparer de la culture, la musique,
culinaire, du sport et tout ça en fait. Il y a un tout à valoriser, à mettre en image. Et c'est ça justement en fait. La France, c'est pas seulement Paris, c'est pas seulement, je sais pas moi en fait, le fromage, c'est pas seulement le vin. C'est plein de choses. Et je sais pas moi, par exemple, moi mon premier réflexe, c'est quand j'arrive au pays, il faut que je mange un bokit avec un truc. Et ça, je pense que c'est ça qu'on doit vendre. L'Américain, lui, il vend la musique, il vend son image, sa façon de faire, même s'il le fait, il est peut-être à la limite, il est bizarre, ou bien il vend le positif comme le négatif, il vend le meilleur. Et comme le pire. Et nous, on ne vend rien du tout. Un mot, juste un mot. Concrètement, Agir Ensemble, pour l'instant, le blog, c'est un état des lieux qui est fait. Alors, c'est toujours une minorité qui peut changer le quotidien d'une majorité. Donc, état des lieux. Et puis, surtout, peut-être qu'il va falloir faire des assises des musiques d'outre-mer pour que les différents acteurs puissent effectivement se retrouver et qu'on puisse changer les comportements. Parce que la situation vient aussi, je le répète encore et encore, des comportements des professionnels, des dits professionnels de la musique. Au ministère de la Culture, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour organiser, rendre possible ces assises ? Bien sûr, et je trouve que tout à l'heure, on évoquait l'exemple d'un chanteur comme Malik. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est voir Abdel Malik, avec derrière lui un des musiciens de jazz les plus pertinents, Laurent de Wild, que cet artiste-là soit un auteur remarquable et soit sur scène, dans les plus grandes scènes de France, de métropole et d'ailleurs. Bon, tout ceci me donne beaucoup d'espoir et je pense que l'espoir est aussi du côté des artistes parce que je pense qu'il y aura un retour de balancier positif si aujourd'hui peut-être y a-t-il un creux, mais en même temps, ce creux, il arrive à un moment donné où l'industrie musicale est en grande fragilité, où il faut effectivement redéfinir les choses ensemble, éviter les questions de segmentation dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça, c'est un enjeu qu'il faut partager ensemble pour voir à quel endroit est-ce qu'on peut intervenir ensemble sur ce terrain-là. Merci à tous. Le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous remercie pour vos collaborations. Oui, un mot. Allez-y. Un conseil à Jennifer Pellage. Nous participons, c'est l'année du dialogue interculturel avec l'UNESCO. C'est une info et un mot. Avec la SACEM, la SACD, etc., au sein de la coalition pour la diversité présidée par Regard, Pascal Regard, nous avons fait un groupe de travail qui va se réunir dans un mois la prochaine fois. Et nous cherchons par secteur, écrivains, musique, etc., un certain nombre d'idées nouvelles pour valoriser le dialogue culturel et le fait de mettre en évidence. Vous voyez, je ne parle pas de visibilité, la création dans la multiplicité ethno-culturelle. Là, ça se justifie. Je ne saurais trop vous recommander de prendre contact avec moi. Je vous aiderai, je vous introduirai au sein du groupe et avec la coalition de la diversité culturelle. C'était une info. Comptez sur nous pour compter sur vous pour mettre tout ça en musique. Voilà, c'est terminé. Au quotidien, régulièrement, on reçoit des artistes de tous horizons, on l'a dit. C'est une passerelle jetée entre les cultures du monde. On se retrouve demain pour le best-of et lundi avec de la musique et la scène. La musique est absente parce que nous voulons qu'elle soit encore plus présente et elle a brillé par son absence ce soir grâce à vos éclairages respectifs. Merci à tous, rendez-vous demain. Bye bye. Évadez-vous en regardant Au quotidien avec Vasa. Histoire d'un combat contre la servitude, portrait d'une femme en quête de liberté, tout de suite sur France O. Everybody over there, get on up. Everybody right there, get into it. Everybody right there, get involved. Everybody get. Le funk, c'est fun. Le funk, c'est fou. Et surtout, c'est tout sauf mou. Mercredi soir, le funk, la première musique noire ouvertement révolutionnaire. Et quand la soul n'a plus été la soul, le hip-hop casse tous les moules. Troisième et dernière soirée au cœur de la musique soul. Mercredi dès 20h40 sur France O. À quoi reconnaît-on un croqueur de Petit Lu? Petit Lu, 72% de blé, 100% de joie de vivre. Du chocolat pur beurre de cacao, c'est Petit Lu, pépites de chocolat. Avec votre Chantecler. Avec votre Chantecler. Chantecler, Marseille liquide. Le propre qui sent le propre. Chantecler, c'est clair. You're a winner.
Yoplait 0%, c'est des fruits gourmands et pas un gramme de matière grasse. Panier de Yoplait 0%. Inutile d'en faire des tonnes pour se sentir belle. Pour varier les repas de mon petit chien, je lui donne aujourd'hui Délice à la vapeur. Toute la saveur et les bienfaits des ingrédients cuits à la vapeur. César, chaque jour, pour l'aimer comme il vous aime. Privilégier une alimentation naturelle dès le matin, c'est le meilleur moyen de se sentir bien. Les biscottes Eudebert, c'est 97% de céréales, sans conservateur. Eudebert, naturellement. Et en ce moment, recevez vite votre boîte à biscottes avec Eudebert 6 céréales. Au croisement de la Caraïbe, du Pacifique et de l'océan Indien, les 150 exposants de l'espace terre des tropiques vous donnent rendez-vous à la Foire de Paris. Tourisme, artisanat, gastronomie et musique, avec le festival Tropique en Fête, découvrez l'Outre-mer du 30 avril au 12 mai, Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec France O. Les petites tomates sont naturellement drôles chez McDonald's. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Goûteux, vrai, généreux. Bâton de berger de Justin Bridou, des copains et du goût. قمر في الحياة يا طياليت طاليت يا لا يا طرف ما ظهرش روحك كبيرة حمي عمران
هي روح